Bonjour et bienvenue sur Radio Ici et Maintenant, radioici-et-maintenant.com que vous pouvez écouter 24 heures sur 24. On se retrouve pour l'émission Voyage dans les échos avec Daniel Lichtenstein. Merci d'être avec nous, auditeurs, auditrices, pour cette nouvelle chronique de Voyage dans les échos avec Daniel. Daniel, bonjour. Bonjour Morgane, bonjour cher auditoire. Notre mensuel, on va voir comment faire. Et je promets pas d'être parfaitement professionnel, hein. Je découvre tout. Je sais même pas si je dois regarder cette direction ou je vais te regarder. Donc, on a évoqué Didier et vraiment dans ce studio, j'ai l'impression qu'il est autour de nous, hein, qu'il est dans les murs, qu'il est déjà que je le vois en photo dans différents endroits, mais spirituellement, il est avec nous. J'avais eu le bonheur d'avoir une longue discussion avec lui où il m'avait dit « Mais viens donc nous parler de ton aventure à la radio, Morgane va t'arranger ça. » Et ça a été le début. Enfin, il y a eu un début avant cette histoire qui a commencé pendant la période pandémique où j'avais pu me rapprocher de la radio. Et puis voilà... l'amitié est venue, le respect mutuel et cette invitation donc qui m'avait vraiment honoré à venir partager l'antenne. Et voilà, on y est. Et oui, alors peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet pour cette première partie de l'émission, ça pourrait être intéressant et sympa que tu puisses nous rappeler tes premiers échanges avec Didier, puisque voilà, tu l'as dit là, il y a quelques instants, on sent quand même qu'il est là avec nous, même s'il nous a quittés physiquement. Il était donc en échange avec toi il y a environ 1 an et demi, 2 ans, je pense, pour la première fois, ou vous avez déjà échangé ensemble avant? Notre longue discussion, on était resté toute une heure à papoter, c'était en avril dernier, de l'année dernière. Ouais. Et oui. Alors moi, je me rappelle de son retour suite à cet échange téléphonique avec toi où il me disait que Daniel, on a parlé ensemble pendant 1 heure, 1 heure et demie, et c'est comme si je le connaissais depuis des années et que ça s'était super bien passé. Je confirme. Alors bientôt, comme je le disais tout à l'heure, des chroniques de 30 minutes que tu partageras avec nous sur Radio Ici et Maintenant. Voyage dans les échos. Pourquoi Voyage dans les échos? Pourquoi avoir choisi ce titre? Oui. Alors, au début, je ne savais pas s'il fallait un titre. Ensuite, je me suis dit, s'il faut un titre, j'avais pensé à radio, puisqu'on est à la radio écho, ce qui est un petit jeu de mots, parce que l'échographie, historiquement, elle appartenait à l'imagerie médicale, qu'on appelait la radiologie à l'époque, quand il n'y avait pas encore d'autres méthodes. Et donc, radio, c'est un terme qui veut dire l'examen médical, aussi bien que ici et maintenant, par exemple. Donc, radio écho, c'était un petit clin d'œil, mais peut-être un peu subtil. Et finalement est venu voyage, parce que dans le voyage, il y a premièrement la notion de voyage qui représente ma vie, comme j'aurai peut-être le temps de l'évoquer. En même temps, c'est un voyage dans l'aventure, parce que la médecine, il ne faut pas la changer. Et si on la change, il faut être très, très, très sûr de soi, et surtout très, très, très jeune, parce que le voyage est très long. C'est vraiment un voyage intersidéral. Et là, on rejoint un petit peu la vague d'OVNI, cette émission qui était si chère à Didier et à beaucoup de monde, moi y compris, hein, je suis un des grands fans de cette émission, qui était du reste le point par lequel, je m'excuse, c'était le point par lequel j'avais été en contact avec la radio. C'était à l'époque de la pandémie où j'avais les moyens d'aider, et avec des courriers postaux, et puis je demandais, mais s'il vous plaît, c'est quoi votre musique, surtout dans telles émissions? Et j'avais reçu un courrier manuscrit que j'avais cru reconnaître que c'était signé de la main de Didier. Et là, je me disais quand même, quelle entrée en matière. Et il m'avait renseigné, donc c'était
musique pour un harmonium oublié dans la rue de Simon Jeffes et son Penguin Café Orchestra. J'avais l'information, c'était superbe. Et ensuite, j'ai vu que j'avais cette entrée, je me souviens que j'avais pris l'antenne et mon courage à deux mains pour parler de la mort de cette chanteuse indienne qui était cette divinité très connue, avec toute une histoire qui fera peut-être l'objet d'une chronique parce qu'il y a beaucoup de choses derrière. Et suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'un jour, j'ai allumé la radio et je t'ai entendu. Et tu avais une voix tout à fait inhabituelle. Et je me disais, mais il se passe quelque chose. Et c'était en décembre de l'année dernière où là, oui. On parlait... Didier était hospitalisé. Et on entendait sa voix très faible. Enfin, il y avait une ambiance déchirante qui nous a tous enveloppés pendant un certain temps. Et comme je suis médecin et que je travaille dans la réanimation médicale, là où il était précisément, j'avais écrit à la radio en disant si je peux aider. Et puis effectivement, il y a eu beaucoup de retours. Et donc j'avais contacté le service en question, des services possibles d'accueil dans la région parisienne permettant de faire des miracles. Et dans le mot miracle, il y a l'idée d'un miracle qui ils n'ont pas toujours lieu. Et voilà, et je crois que c'était le 26 décembre qu'il nous a fait sa dernière révérence. Oui. Et oui, merci beaucoup pour ce moment, en effet, en décembre 2022, où Daniel, suite à ton message, je t'avais contacté et tu as tout fait pour qu'on puisse trouver une solution afin de faire en sorte que Didier continue à rester avec nous. Mais voilà, les choses se sont passées autrement. En tout cas, un grand merci encore une fois, même si je t'avais déjà remercié pour ton aide et ton soutien durant cette période. En tout cas, pour ce qu'il en est de Voyage dans les échos, un titre qui sonne plutôt bien pour la radio ici et maintenant. Il est vrai que tu as un parcours très riche et très mouvementé. C'est pourquoi je pense que lors de chaque épisode, on apprendra pas mal de choses, justement, des anecdotes, des expériences enrichissantes que tu as pu avoir et que tu partageras avec les auditeurs. Mais pour cette première émission d'introduction, Daniel, est-ce que tu peux nous faire un rappel ou nous dire tout simplement comment est-ce que tout a commencé pour toi, cette passion pour l'univers et le domaine dans lequel tu travailles aujourd'hui ? Rien n'était prévu au départ. J'avais un esprit un petit peu, comment on va dire, curieux, c'est-à-dire que j'essayais d'apprendre, j'ai fait mes études, qui petit à petit, j'ai été externe, ensuite interne des hôpitaux de Paris parce que je m'étais accroché. Et dans le cadre de cet externat, un beau jour, et c'était un samedi matin, à l'hôpital Laennec, un chef m'avait demandé d'accompagner une patiente qui devait se faire une écho. Donc dans le service de radio, ça c'était par définition, une écho de l'abdomen. Et bon, c'est pas très gratifiant de faire un travail de pousser un lit, mais en même temps, j'y étais allé avec un brancardier qui poussait le lit. On était 3 avec la patiente, et on arrive dans cette salle de radiologie à l'hôpital Laennec, où je vois le radiologue arriver. Je me souviens qu'il avait une blouse qui n'était pas fermée, et donc assez relax, détendu, et il s'installe sur le lit, et puis avec sa sonde, d'une façon presque nonchalante, il se met comme ça à balader sa sonde, et gentiment il commentait, et il me disait: alors tu vois, là c'est la vésicule biliaire, je vois qu'il y a un petit épanchement liquidien autour de la vésicule, très petit. Et moi je me disais, mais comment on peut voir un épanchement dans le ventre, et encore plus s'il est tout petit, comment est-ce qu'on peut avoir une telle précision? Et en bref, j'avais eu une espèce de coup de foudre, voilà, en quelque sorte, et je m'étais dit, mais c'est balèze comme examen, c'est magique. Ensuite,
mon idée était de faire une médecine très active, c'est-à-dire première ligne, c'est-à-dire soit urgence, SAMU ou réanimation. C'est tombé sur la réanimation, donc ce sont des services qui ont 12 lits en général, avec des patients forcément très lourds entre la vie et la mort. Et je prenais mes premières gardes un petit peu héroïques et surtout jeunes. Donc l'aventure à l'INEX c'était en 1983. Et en 85, après un semestre passé en réanimation, je commençais mes premières gardes. Et rétrospectivement, je me dis, mais... Alors que là, on est en 2023 et je me dis, mais qu'est-ce que tu connais de la réanimation ? Et je frémis en me disant que toutes ces années auparavant, je connaissais mathématiquement bien moins. Et pourtant, j'étais de garde, je recevais des patients, je les gérais. Et j'essayais de faire ce que je pouvais. Et à un moment, je me disais, mais ce patient a une radiographie montrant l'hémithorax, la partie du thorax à droite, complètement blanche. Normalement, c'est noir. Et je me disais, mais si j'avais une échographie, je verrais à travers. Et il n'y avait pas la nuit déjà de toute façon de radiologue. Et je me disais, même si j'appelais un radiologue, il me dirait oulala, mais le thorax, nous on ne fait pas, hein, ça on ne connaît pas, ça n'existe pas, on ne peut pas le faire. C'était pratiquement sa phrase. Et enfin qu'il m'avait dit à l'occasion précédemment, sauf que là on était la nuit avec le patient qui allait mal, et je m'étais dit, bon, il y a un appareil d'écho dans le service de radio. J'y vais, j'avais toute l'équipe qui était là auprès du patient, je file en radio, je prends un appareil d'écho, je le déconnecte, et il avait des roues. On reviendra sur l'importance des roues dans l'échographie, ça fera peut-être toute une chronique. J'amène l'appareil en réa, je le branche, je mets la sonde, et là je vois qu'est-ce qui donnait cette tonalité complètement blanche à cette radio. Et j'ai vu tout de suite que le poumon étouffait en quelque sorte par un excès d'eau autour de ce poumon. Et là, le traitement était assez simple, il faut quand même savoir le faire, c'est-à-dire de poser un drain entre deux côtes et vider cet excès de liquide. Je fais bref, je n'explique pas l'origine de ce liquide, mais en tout cas, c'était un obstacle mécanique. Et là, le poumon s'est mis à revivre, le retour veineux, qui est un terme encore un petit peu trop abstrait, s'est normalisé, et le patient a normalisé sa tension, son pouls, bref, il allait mieux. Donc il respirait mieux, moi aussi je respirais mieux du coup, toute l'équipe forcément en est plus détendue. J'ai ramené l'appareil d'écho rapidement, ni vu ni connu. Au service de radio, je l'ai replugué, c'est-à-dire remis les connexions pour qu'on n'y voit rien, et je suis revenu en sifflotant. Non, je sifflotais pas, mais je suis revenu rapidement dans le service de réa, et puis j'ai fini ma garde, et c'était un mois d'avril, donc en 1985, et c'était un petit peu osé, pour employer un terme avec, comment on appelle ça, un terme modéré. Voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé, et je me suis aperçu que c'était important parce qu'on voyait tout de suite les choses. Pendant 4 années, là je vois quelque chose qui s'inscrit, pendant 4 années, j'ai fait ça d'une façon clandestine. Je reviendrai sur des détails, notamment la nuit mémorable où je suis tombé nez à... pas à nez puisque je lui tournais le dos, mais j'étais en train de rebrancher un appareil d'écho, et c'était la chef de service de radio qui s'est demandé mais quel était cet Olibrius qui était à 3h du matin dans le service de radio en train de remettre un appareil d'écho à sa place. Ça, j'en parlerai, ça vaut le coup. Donc tout ça a été fait dans la plus belle clandestinité jusqu'en 1989, où là j'ai frappé à la porte de François Jardin, qui était un grand maître de la réanimation, j'en parlerai aussi. J'étais pas tombé sur n'importe quel service, et ça a aussi participé à cette histoire, parce que lui avait réussi à avoir un appareil d'échographie pour le cœur, parce qu'il jugeait qu'il fallait voir le cœur,
directement, c'est-à-dire l'échographie, c'est la vision directe des choses, et il avait tapé du poing pour avoir un appareil d'écho, c'était le chef de service, donc il l'avait obtenu, et ayant eu la chance de rentrer dans son service, où il m'avait dit presque sans me regarder, commence déjà à trouver du travail ailleurs parce que je te prends pour un an. Bon, c'est comme ça qu'a été notre début, et j'avais l'échographe à disposition le jour, et quand j'étais de garde, la nuit. Et au lieu d'aller me coucher, une fois que le patient était stabilisé, celui qu'on recevait la nuit et qu'on gérait, qu'on maintenait et qu'on stabilisait, au lieu de me coucher, je mettais ma sonde en me disant « mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cet appareil ? Qu'est-ce qu'on peut faire d'utile pour le patient ?» Il n'y avait pas de livre, ça n'existait pas. Donc j'ai créé en quelque sorte, depuis le début, une discipline dans la discipline. La discipline, c'est la réanimation, mais utiliser l'échographie là-dedans, c'était la discipline dans la discipline. Et ça a été... et puis ça a fini par faire l'étoffe d'un livre que j'ai fini par publier en 1992. Donc, un paquet d'années, de décennies même. On parle en décennies maintenant. C'est pas si loin que ça, hein. On peut je voir dis ça ça comme puisque je suis née en 92, donc là... Absolument. Ah oui. Tu as tout à fait raison de dire ça. C'était il y a quelques temps seulement. Tu as tout à fait raison. Je l'apprends. Et c'est vrai que les décennies passent, mais en même temps, c'est rien. Parce que la médecine n'évolue pas comme ça si vite, et le monde en général. Donc, il faut, comme je disais, commencer très très jeune. Là, je suis encore jeune, donc j'ai pas fini d'explorer ce monde. J'ai pas fini mon voyage, puisque c'est le terme de la chronique. Et donc, en très brièvement, voilà comment ça s'est passé. Merci Daniel, nous allons faire une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques instants sur Radio Ici et Maintenant. Restez avec nous. Et nous continuons l'émission sur Radio Ici et Maintenant avec Daniel Lichtenstein et merci donc Daniel d'avoir partagé ce premier témoignage par rapport à tes débuts et cette passion qui est née en service de réanimation suite à l'utilisation de cet appareil d'échographie. Alors peut-être que ça pourrait justement être intéressant d'avoir plus d'explications pour nos auditeurs puisque voilà, c'est un outil, comme je le disais, qui existe déjà, mais qui n'était pas utilisé de cette façon. Peux-tu nous rappeler comment est-ce que à l'origine, avant ta découverte, cet appareil est utilisé? Je pense que voilà, ce serait pas mal d'avoir un petit récapitulatif de comment est-ce que et pour quel genre de situation on utilise l'appareil d'échographie. C'est un très long sujet, donc je vais essayer de faire vraiment très court et abordable, évidemment. Donc, jusque-là, bon, il n'y avait rien. À un moment, l'auscultation est née, c'est un Français, René Laennec. Ensuite, la radiographie est née, là ça venait plutôt d'Allemagne, c'était Röntgen. Et puis ensuite, il y a eu le naufrage du Titanic et... encore un Français, Paul Langevin, qui s'est penché sur la question, mais est-ce qu'on ne pourrait pas détecter ces icebergs? Et voici que naît le sonar, qui était le père de l'échographie, qui a été d'abord faite pour détecter les icebergs, ensuite les bancs de poissons, et ensuite même les sous-marins. Donc ça a eu des applications à la fois commercial, enfin alimentaire, agroalimentaire pour la pêche et aussi militaire. Ensuite, on utilisait l'échographie pour voir si des plaques de métal ou des pneus étaient conformes. Bon, et ensuite, quelqu'un, d'après mes calculs, encore un Français, André Dénier, a eu l'idée de se dire mais on pourrait peut-être utiliser ça sur un organisme biologique. Et c'est comme ça qu'était née, je le dis parce que c'est pas connu, et je tiens à le dire, et c'est comme ça qu'est née l'échographie médicale, donc sur l'être humain.
avec à l'époque des baignoires dans lesquelles il fallait immerger le patient. Et une fois que cet écho était né, comme c'était de l'imagerie et que les radiologues existaient déjà, on l'a mis comme ça dans les services d'imagerie, où ça a été accepté gentiment, presque d'une façon reluctante, si le terme existe, parce qu'on n'était plus derrière un écran à faire des radios et à examiner les radios loin du patient. Là, il fallait toucher le patient. Et encore, je ne pose pas le problème de l'urgence, c'est-à-dire de toucher la nuit. Donc, ils avaient développé ça d'une façon un petit peu modérée. Et les gynécologues, par contre, les gynéco-obstétriciens avaient tout de suite vu « Ah, mais ça, c'est grandiose. On voit. » Donc, dès les années 50-55, le monde de la gynéco-obstétrique avait pris son gros morceau, qui était l'utérus, le bébé, le fœtus. Les cardiologues s'étaient dit, mais au lieu d'imaginer les structures cardiaques, on peut les voir. Donc, eux aussi avaient dérobé, s'étaient approprié la grosse partie cardiaque. Et ça s'était figé dans cette espèce de triumvirat entre les cardiologues, les gynécologues et les radiologues. Les radiologues qui continuaient à voir ça d'une façon un petit peu modérée. Donc dans chaque service, il y avait un référent qui était plus costaud que les autres. Mais qu'est-ce qu'on voyait ? C'est la vésicule biliaire, est-ce qu'il y avait des calculs des choses qui étaient quand même un peu éloignées de l'urgence extrême. Et le patient en état critique était absent de cette espèce de kermesse. Même les cardiologues ne voyaient que des patients dans leur cabinet. Mais le patient en état critique, c'était tout autre chose. Et ça a été initié par François Jardin, donc hôpital Ambroise Paré, là où je travaille depuis 34 ans. Et c'est pour ça qu'on avait l'échographe. Donc là, ce qui m'a permis de redéfinir en quelque sorte cette échographie. La partie cardiaque était assurée par François Jardin. Et moi, j'ai fait tout ce qu'il y avait autour et des applications dont la liste serait peut-être fastidieuse pour un public non averti, mais il y avait chaque jour une nouvelle application où je me disais, mais finalement, ces veines qu'on ponctionne à l'aveugle, ces veines profondes qui sont à l'intérieur du corps, mais si on met la sonde d'échographie, on peut voir l'aiguille en même temps que la veine, et là, on fait un travail à vue, au lieu de faire un travail aveugle avec la transpiration et l'angoisse de se dire, mais je vais peut-être toucher une artère ou le poumon, qui étaient des complications connues, habituelles et acceptées quand on posait un cathéter, donc un long tuyau, dans la veine sous-clavière, par exemple. C'était accepté, il y avait un taux de complications parfois très grave, sauf qu'avec l'échographie, on faisait tomber ce risque de complications à zéro, puisqu'on voyait. Et petit à petit, et là, il faut vraiment, je vois l'heure qui tourne, mais le poumon qui était quand même la cerise sur ce gâteau est venu petit à petit, au cours de mes nuits, mais ça mérite vraiment une rubrique à part, comment le poumon est arrivé petit à petit, et personne ne le faisait. Au contraire, la communauté disait, bon, on peut voir la vésicule biliaire, la thyroïde, le bébé, le cœur, etc., mais le poumon, non, ça on ne peut pas puisqu'il y a de l'air et l'air, ça arrête les ultrasons. Donc la communauté s'était arrêtée à ce constat depuis les débuts de l'échographie. Mais ça mérite vraiment de partir à zéro une fois prochaine. Oui, parce que justement, je voulais poser la question à savoir comment est-ce que cette découverte de l'échographie pulmonaire a-t-elle été accueillie par la communauté médicale et scientifique, mais si tu souhaites qu'on en parle une prochaine fois... Ah oui, parce que c'est un gros morceau. D'accord, très bien. Mais pour résumer, comme tout le monde peut s'y attendre, quand on change la médecine, quand on change quoi que ce soit à la médecine, qui est un métier normatif, où tout le monde est formaté, on en prend pour sa figure. Déjà, si on est chef de service, et quand on est, comme je l'étais à l'époque, rien du tout, alors là, on est un électron libre. C'est-à-dire, on a la liberté, mais en même temps, la taille d'un électron. C'est-à-dire qu'on passe complètement inaperçu pendant des années et des décennies même. Je peux parler en décennies.
Alors aujourd'hui, Daniel, tu ne passes pas si inaperçu que ça puisque tu voyages un peu partout à travers le monde. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à tes expériences de globe-trotter? Alors ça, c'est une question qu'un taxi m'avait posée, parce qu'on discutait pendant que j'allais dans quelque aéroport, et je lui ai dit d'une façon un peu nonchalante que je connaissais un petit peu le monde, puisque je lui disais, je suis tout le temps dans les taxis, et j'ai visité quelque chose comme 97 pays. Et là, il avait fait un petit sifflement, et il m'avait dit, mais comment vous en êtes venu là? Expliquez-moi, 97 pays, c'est la moitié des pays. Personne n'a fait ça. Et là, je lui ai expliqué que une partie de mes activités, grâce à mon échographie, qui me permet de voir les patients, est devenue petit à petit connue par quelques médecins qui connaissaient des médecins qui organisaient des congrès. Et donc, petit à petit, j'ai fait mon apparition très discrète au début dans des congrès. Et puis, ça s'est internationalisé. J'y pense à l'instant. J'avais fait ma toute première conférence. J'ai commencé par la fin, c'est-à-dire que c'était à Vancouver, par un ami qui travaillait avec moi en réanimation, qui avait traversé l'Atlantique pour travailler à Vancouver et qui m'avait dit, viens donc, fais une conférence. Chez nous, je t'organise ça avec les services de réa, de radio. Moi, je lui ai dit, mais je parle très mal l'anglais. Mais bon, ça a été ma première conférence. Donc, ce sont des choses qui ont précédé les invitations au congrès, qui ont commencé à devenir un petit peu familiers en 2005. Donc 16 ans après mes débuts officiels et 20 ans après mes débuts clandestins. Et ça, les congrès étaient une chose. Et grâce à l'échographie, j'ai pu aussi accepter une tâche qui est tout à fait spéciale, qui est le transport de patients par la voie aérienne. C'est-à-dire le fait d'aller dans un pays, à travers le monde, prendre en charge un patient, le prendre en charge dans l'avion et l'amener dans un hôpital qui se trouve dans un autre pays ou dans un autre continent du monde. Et j'aurais jamais pu faire ce travail si j'avais pas eu avec moi un échographe de type portable, c'est-à-dire miniature. Et il y avait déjà ça en 1998, quand j'ai commencé à faire ces rapatriements, à l'aide d'un appareil qui était du monde de la médecine vétérinaire. Je trouve ça très amusant. C'était un Tringa de chez Paille Médical. Pour la médecine vétérinaire, je l'ai utilisé pour la médecine humaine et ça s'est très bien passé. Alors, 30 minutes, c'est vraiment très court, Daniel. Alors, ça, c'était la première émission d'introduction et de présentation, donc c'est pas grave si on déborde un peu. Mais voilà, c'est un parcours riche, passionnant, avec énormément d'expériences et de témoignages intéressants que tu partageras avec nous prochainement à travers ces chroniques Voyage dans les échos. Voilà, c'est passé vraiment très vite. J'aurais voulu qu'on puisse continuer, mais Daniel, voilà, si tu souhaites partager une conclusion, un dernier message pour les auditeurs avant ta prochaine intervention, eh bien, on t'écoute avec grand plaisir. Donc, je suis invité à faire un mot très, très court, finalement. Je suis de plus en plus content du titre que je pense que tu m'as soufflé, Voyage dans les échos, parce que voilà, on vient d'initier un voyage qui m'a amené très très loin et qui amène de plus en plus de collègues parce que c'est une espèce de mouvance internationale. J'ai des amis à travers la planète et c'est pas que des amis, c'est des frères et des sœurs. Et donc c'est un voyage tout à fait spirituel qui, j'ai l'impression, s'accorde plutôt bien avec l'esprit de la radio. Absolument, tout à fait. C'était le mot de la fin. Eh bien, merci Daniel. À très bientôt sur Radio Ici et Maintenant. Ce sera les derniers mardis du mois. Voilà, sur Radio Ici et Maintenant. Voyage dans les échos à partir de 17h avec Daniel Lichtenstein. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Merci Daniel. À très bientôt sur Radio Ici et Maintenant. Au revoir. Au revoir.